Au cœur d'une forêt de 5000 hectares, un château digne d'un conte de fées. Grandiose, majestueux. Avec ses 280 cheminées, ses 400 pièces et son célèbre escalier à double hélice. Le château de Chambord a traversé 500 ans d'histoire. Situé sur la Loire, c'est le plus vaste de tous les châteaux. Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa création. Construit sous le règne de François Ier, il a appartenu à la famille royale des Bourbons jusqu'en 1930, date à laquelle l'État le rachète pour 11 millions de francs or, l'équivalent aujourd'hui de 140 millions d'euros. Comme la Belle au bois dormant, le château de Chambord est resté longtemps endormi jusqu'à ce que son prince charmant, Jean d'Aussonville, son directeur, vienne le réveiller il y a 9 ans et lui donner un coup de jeune. Le château attire aujourd'hui plus d'1 million de visiteurs. Devenu une marque forte, tout ce qu'exploite le domaine de Chambord se transforme en or. Boutiques, hôtels, événements exceptionnels. Comment Chambord a-t-il réussi ce pari? Quel est le secret de cette renaissance? Enquête dans les coulisses d'un des plus beaux joyaux du patrimoine français. Pour une vieille dame comme Chambord, la première difficulté consiste à attirer tous les publics, surtout les jeunes. Et pourtant, ce jour-là, sur les pelouses du château, ils sont des milliers à être venus de toute la France, comme Vanille et ses copines fraîchement débarquées de Bordeaux. Nous sommes au château de Chambord, arrivés. Oui. Ça y est, on se sent comment? Sincèrement, je suis très émue. Très émue, je peux comprendre. Depuis quand attendez-vous ce moment? Alors précisément 3 mois. Ce qu'elles attendent, c'est un concert électro avec des DJ venus du monde entier. Un événement unique, car c'est la première fois que ce lieu mythique ouvre ses portes à un festival de techno. Il y avait une liste d'attente assez longue. Hein. Oui, on a eu vraiment beaucoup de chance. Ouais. Je crois que les 20 000 places ont été vendues en 40 minutes, donc on se considère assez chanceux. C'est une aubaine pour ces touristes d'un jour. Et à 34 € le billet, c'est une satisfaction pour cet homme, Frédéric Villeroy. Vous êtes venu pour la programmation et pour le château, justement? Pour les deux. Génial. Un ensemble, en fait. C'est un ensemble. Ouais, absolument. Ça fait plaisir. Une réponse qui ravit l'intendant de Chambord. De l'électro au château, c'était un sacré pari. On vient à Chambord en moyenne 1 fois et demie dans sa vie. Donc ils sont déjà venus une demi-fois, on va dire, pour le concert et reviendront pour emmener leurs enfants, petits-enfants et voilà. Son enjeu, redonner un coup de jeune à la fréquentation du château et faire rentrer le plus d'argent possible dans les caisses. Alors une location de ce terrain-là, nu, je dirais que c'est 10 000 € par jour. Mais après, on rajoute les frais de personnel, la technique et voilà. Et on ajuste en fonction de l'événement. Si l'intendant savoure le succès de cette soirée, celui qui en mesure l'importance stratégique pour le château, c'est Jean d'Aussonville, le directeur de Chambord. Il n'y a pas de moyen plus efficace, plus rapide de faire connaître Chambord. Globalement, ça nous rapporte une notoriété, donc quelque chose d'immatériel qui est énorme, considérable, qui vaut une très grosse campagne de communication qui pourrait valoir des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Et l'effet sur les réseaux sociaux est immédiat. 20 000 publications sur Instagram le jour même et plus de 3 millions de likes sur Facebook. Au final, l'événement va leur apporter 70 000 €. Pas de quoi refaire la toiture, mais c'est déjà un bon début. Car vous allez voir que ce château et ses 166 salariés engloutissent des millions d'euros pour fonctionner. Trouver de l'argent ici, c'est l'obsession de Jean d'Aussonville. Quand cet énarque est nommé directeur du domaine de Chambord en 2010, la situation n'est guère brillante. Le domaine est un établissement public qui se repose sur ses lauriers et les visiteurs boudent même Chambord, lui préférant le château de Chenonceau. Et pour enfoncer le clou, la Cour des comptes publie un rapport accablant sur la gestion du château. Elle pointe une insuffisance au niveau de sa gestion patrimoniale. Des recettes à un niveau anormalement faible. Le rapport préconise des améliorations indispensables et une stratégie à définir. C'est un électrochoc pour Jean d'Aussonville qui va faire des recommandations de la Cour des comptes, sa feuille de route. D'autant plus que l'État petit à petit se désengage financièrement. On se donne beaucoup de mal pour avoir des recettes propres,
tirer la billetterie, des parkings, des boutiques, etc. pour avoir l'argent, certes pour les travaux, mais avec l'idée que l'État a de moins en moins d'argent et qu'il faut s'en sortir seul. Dans ses recettes, le château ne perçoit plus que 10% de subventions publiques, alors que le château de Versailles, lui, en touche 30%. Bref, moins d'aide, alors que de l'argent, il en faudrait tellement plus. Car pour se faire une idée du gouffre que représente l'entretien d'un tel monument, il suffit de suivre le directeur qui se rend auprès du mur d'enceinte qui entoure le domaine. C'est le plus long d'Europe, 32 km, qui entoure l'immense forêt et sa réserve de chasse avec ses milliers d'animaux sauvages, cerfs, biches et sangliers. Mais ce mur est un éternel chantier. Allez. Le directeur vient vérifier l'état d'avancement des travaux. Vous êtes content du chantier? Très content du chantier. Ouais. Oui. Le mur, au fil du temps, est devenu une véritable passoire qu'il faut colmater en permanence. Merci, c'est magnifique. Vous savez, ça fait plaisir parce que ce mur, comme on le voit crouler régulièrement, quand on le voit refait, nous, ça nous fait très très plaisir. En fait, on a 3 km à faire d'urgence. On doit avoir à peu près 42 brèches, je crois, dans le mur. Donc là, il y en a pour 3 millions d'euros. Et après, ce qu'on voudrait, c'est travailler les parties les plus endommagées. Et là, on en a pour 10 km à peu près. Donc là, 10 km, il y aurait un chantier théorique de 10 millions d'euros. 3 millions d'euros aujourd'hui pour réparer 3 km de mur. 10 millions demain pour la suite du chantier. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des frais que génère le château. Jean d'Aussonville a dépensé plus de 45 millions d'euros pour rénover et embellir le domaine depuis 9 ans qu'il est à la tête du château. Alors avec de tels frais, comment s'y prend-il pour faire rentrer de l'argent à tout prix? La première source de revenus, c'est évidemment de vendre un maximum de billets d'entrée. 6000 personnes passent chaque jour par la caisse flambant neuve du château, comme ce groupe de touristes. Bonjour. Bonjour. Alors on va prendre... On prend quoi du coup? Oui. Prix de la visite, 14,50 € par personne, et gratuit pour les moins de 18 ans. Ah non, mais on fait ça simple. Florian et ses amis viennent ici pour la première fois. Mais vous allez voir tout ce que Jean d'Aussonville leur réserve comme surprise pour leur en mettre plein les yeux. Avec l'espoir qu'ils en parlent autour d'eux, et surtout qu'ils aient envie de revenir. Et voilà ce que notre groupe d'amis découvre en pénétrant dans le château. Le fameux escalier à double hélice, dessiné par Léonard de Vinci. Mais c'est dans les appartements privés du roi que Jean d'Aussonville a réussi un tour de magie. Il y a quelques années, voici à quoi ressemblaient la plupart des 400 pièces du château. Des espaces vides, sans décoration, sans mobilier. Jean d'Aussonville décide d'investir massivement pour les meubler. Là, on est dans une évocation de ce que pouvait être la chambre du roi avec tout son mobilier qui le suivait. Le dressoir que vous avez là, c'est une pure copie. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a fait faire par un artisan français parce qu'il n'y avait aucun moyen de retrouver un dressoir de la Renaissance. Donc on a pris des tableaux et on a refait un meuble parce que c'est le seul moyen qu'on a d'évoquer le meuble. Pour tout cet aménagement intérieur, il a déboursé 27 millions d'euros. Et ça paye, les touristes apprécient. C'est plus attrayant ou ça change rien qu'il est immobilier? Ah bah si, parce qu'un château vide, genre le château de Maison Lafitte, il est tout vide et c'est pas très agréable à visiter, quoi. En fait, ce que cherchent les visiteurs dans le patrimoine, c'est du vivant. Donc le vivant, c'est du mobilier, ce sont des souvenirs, les jardins, tout ce qui fait la vie, l'atmosphère. Quand on a en hiver du feu dans les cheminées, les gens retiennent qu'il y avait du feu dans les cheminées. Et toujours dans sa stratégie de rendre son château le plus vivant possible, le directeur de Chambord a une autre idée. Proposer un spectacle, comme au temps de François Ier. Ça permet de proposer à nos publics un spectacle en plus de la visite du château. Et ça permet de mettre en place des billets jumelés ou des packages. Et du coup, les touristes et nos visiteurs restent plus longtemps sur le site. Ce qui fait rentrer un peu plus d'argent dans les caisses du château.
15,50 € le spectacle seul et 26 € le billet jumelé avec la visite du château. Et ça plaît. 60 000 personnes ont vu le spectacle en 2018, soit 2 fois plus qu'il y a 6 ans. Vous attendiez à voir ça en visitant le château de Chambord? Non, pas vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ce soit moins animé. Le spectacle il est de qualité. Mais l'opération qui a rapporté au château le plus de monde, Jean d'Aussonville l'a réalisée il y a 2 ans. Il s'est lancé dans la transformation la plus spectaculaire depuis 2 siècles, la rénovation des jardins. Car jusqu'en 2017, voilà ce que les visiteurs de Chambord pouvaient voir. De vulgaires étendues de pelouse et de prairies. Un chantier pharaonique est réalisé en un temps record, 5 mois. Pour recréer à l'identique le jardin à la française du XVIIIe siècle, là où il a été le plus beau, avec 4 feuilles de lys géantes dessinées au cordeau. C'est un riche mécène américain qui paye la facture de 3,5 millions d'euros. Et l'effet jardin est immédiat. Du point de vue de la fréquentation, ça a été énorme comme effet parce que dès qu'on a livré le jardin, donc c'était au printemps 2017, dans l'année 2017, on a fait plus 25% de fréquentation. Et puis l'effet jardin, il continue de se faire. Vous voyez le groupe de personnes, ils prennent la peine de venir jusqu'au bord de l'eau. Et ils ont raison parce que c'est magnifique. Avant, les gens sortaient tout juste devant la porte et ne prenaient jamais le recul pour voir la façade, alors qu'elle est faite pour être vue exactement d'ici. Grâce à tous ces investissements, nouveaux jardins, mais aussi du mobilier et des spectacles vivants, la fréquentation a presque doublé. Elle est passée de 650 000 personnes en 2005 à plus d'1 million aujourd'hui. Plus de visiteurs, c'est bien. Maintenant, encore faut-il que chacun d'entre eux soit prêt à dépenser un maximum sur place. Et pour ça, Jean d'Aussonville a imaginé bien d'autres activités pour les tenter. Un safari à bord d'un véhicule tout-terrain pour explorer la réserve de chasse du domaine. Ou encore un tour de vélo en famille. Une balade en bateau électrique sur la rivière. Et même la location d'une petite voiturette électrique sur laquelle Florian et ses amis ont craqué. 28 € pour 4 personnes. Oh ouais, c'est super. Ça permet de faire des choses ludiques en plus et que ce ne soit pas que la simple visite un peu qui peut paraître vieillotte, notamment pour les jeunes. Et pour le gestionnaire du domaine, une bonne source de profit pour toutes les activités proposées aux touristes. Il retire un bénéfice de 162 000 €. Je vais prendre la petite photo si tu veux. Et voilà, grâce aux revenus de ces activités, Jean d'Aussonville a réussi un tour de force. Faire passer le panier moyen du visiteur de 8 € en 2005 à 16 € aujourd'hui. Et pour faire grimper encore plus ce panier, Jean d'Aussonville a transformé la boutique de souvenirs en cash machine. En 2014, voici à quoi elle ressemblait. Une petite surface à peine achalandée. Aujourd'hui, plus de 2500 références sur 400 mètres carrés. Et parmi elles, des produits qui leur apportent beaucoup, sans leur coûter grand-chose. À commencer par la cuvée de Chambord, produite sur le domaine, sur laquelle Florian va jeter son dévolu. Ça vaut 30 €. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ça c'est stylé ça, hop, on prend une petite bouteille. Ça vous prenez? Ah bah bien sûr, patrimoine, le vin, tout ça. Ou encore ce pot de miel à 60 € le kilo. 3 fois plus cher que le prix moyen. Ça c'est exceptionnel ça. C'est quoi ça? C'est du miel de Chambord. Ah, c'est combien? 15 €. C'est 15 €. Ah c'est quand même, ils sont pas chiés à Chambord. Exploiter toutes les ressources naturelles du domaine. C'est grâce à ça que le directeur du château a décuplé les recettes. C'est dans la vaste forêt de plus de 5000 hectares, une réserve nationale de chasse, que les trésors se ramassent à la pelle. Thierry Touché fait partie des 166 salariés du château. Son job, exploiter tout ce que produit la forêt. Là, je suis en train de chercher les bois de serre, voir si on peut trouver quelques bois de serre pour les objets de boutique, parce que on est en manque de bois de serre, donc ça serait bien d'en trouver quelques-uns pour faire les objets.
Les serres perdent leur bois chaque année au printemps. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Regardez celui-là. Regardez. Oh, il est encore pas mal, hein. On peut en tirer quelque chose. Bah, c'est bien. Thierry est menuisier et pour lui tout est bon dans le bois de serre. Regardez tout le profit qu'il va pouvoir en tirer. Celui-là, l'andouiller de Massac, là, il va servir à faire un tire-bouchon. Il va être recoupé ici. Ça va servir à faire des porte-clés. Les 4 là, on peut faire des porte-clés dedans. Et on peut aussi faire des boutons de manchette ou des porte-baguettes, support-baguettes, porte-couteau. Tous ces objets affichent une belle rentabilité. Matière première gratuite, une attache à 50 centimes et le tour est joué. Là, pour le faire, j'ai pas pris beaucoup de temps, hein. C'est rapide, hein. 5 minutes, 10 minutes? Ouais, 5-10 minutes, ouais. On peut dire ça, ouais. Au final, ce porte-clés coûte 3 € à produire. Et il sera vendu quelques mètres plus loin dans la boutique, 5 fois plus cher. À 14,90 €, juste à côté des boutons de manchette affichés, eux, à 39,90 € et qui ont coûté, tenez-vous bien, 4 € à produire. Ouais, c'est des très belles ventes, hein. Ouais. On a du mal à fournir parce que c'est une ressource naturelle. On essaye d'avoir un maximum de production de ces petits objets-là. Mais c'est très prisé. Ça fait que c'est un produit authentique pour le client. Donc voilà, c'est quelque chose qui appartient à Chambord, qui ne trouvera que à Chambord. Donc voilà, c'est des produits qui sont très prisés par nos touristes. Ouais. Même si Florian n'a pas craqué pour les souvenirs en bois de serre, malgré tout, à l'heure des comptes, la note est salée. 70 € à la boutique, mais au total, il se sera laissé séduire par toutes les tentations que le château a mises sur son chemin. Bilan de la journée, 250 €. Récapitulons. Grâce à la billetterie, le château gagne un peu plus de 10 millions d'euros par an, soit 51% des recettes du château. Et les activités commerciales comprenant les boutiques rapportent quant à elles 3,5 millions d'euros. Un quart des recettes du château. Celle-ci pourrait encore très vite grimper car le château n'a pas encore exploité tous ses trésors. Récemment, ils viennent de découvrir un nouveau filon. Caché dans cette forêt, derrière cette écorce noire et blanche. Celle d'un arbre a priori banal, le bouleau. On va prendre un des bouleaux là, qui est marqué en rouge. Celui qui est un peu isolé là-bas. Le bouleau, c'est par excellence pour les forestiers l'arbre qui est considéré comme un arbre qui sert à rien. Et là, l'idée, c'était voilà, de leur donner une forme de noblesse. Ce qui est recueilli de ces arbres, c'est une eau rare et très chère. Et voilà. Bah, ça met à peu près une journée à se remplir. Ça dépend vraiment des bouleaux, mais en une journée, on a récolté 5 litres au maximum. Cette sève coûte une petite fortune, car elle aurait des vertus thérapeutiques drainantes, détoxifiantes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle est vendue en pharmacie au prix de 14 € le litre. Mais avec la marque Chambord apposée dessus, les prix vont s'envoler. D'autant plus que ce filon est loin d'être épuisé avec la réserve forestière de 5000 hectares que possède le domaine. Cécilie de Saint-Venant est la responsable de la marque Chambord. Oh, c'est dingue. Ça fait un peu peur en fait quand on arrive comme ça. Donc c'est une récolte d'eau de bouleau. On a 15 800 litres d'eau de bouleau qui sont là et qui seront mis en bouteille à la fin dans quelques mois, dans quelques semaines, pour être commercialisés un peu partout dans le monde. Donc c'est encore un nouveau produit, l'eau de bouleau. Moi personnellement j'ai découvert il y a quelques mois. Et ça se boit de façon pure en fait. Moi j'ai goûté, c'est très surprenant. Ça peut être aromatisé un peu, mais on peut le boire tel quel. Pur, oui. Cette eau de bouleau sera vendue dans les boutiques souvenirs du château, mais pas seulement. Les gestionnaires du domaine ont une autre petite idée bien plus lucrative. Commercialiser cette sève de bouleau comme eau de table, mais pas sur n'importe quelle table. Celle des restaurants de luxe. Ils lui ont même trouvé un nom, l'élixir de Chambord. Nous, on s'appuie sur tout le luxe à la française et l'image de Chambord et la rareté du produit pour pouvoir en faire un produit premium. Là, la bouteille, elle est vraiment magnifique. C'est un marteau forestier qu'on a retrouvé dans les archives, qui était utilisé ici à Chambord pour marteler les arbres. C'est un sigle qu'on utilise aussi sur notre vin. Cette bouteille de 75 centilitres frappée aux armes du château sera vendue 22 €, soit 29 € le litre. 2 fois plus cher que dans un magasin bio. Et sur chaque bouteille, 5 € seront reversés au château.
L'élixir n'est pas encore sur le marché qu'il est déjà presque vendu. Là aujourd'hui, on a un gros acheteur chinois qui est l'équivalent de Nestlé en Chine, Nestlé Water, qui lui est intéressé pour récupérer l'exclusivité pour la Chine pour la distribution de l'eau de boulot de Chambord. Voilà. D'accord. Les équipes du château devraient vendre 18 000 bouteilles la première année et empocher un revenu de 90 000 €. Tout ce qui porte le nom de Chambord rapporte donc de l'or. Des petits malins l'ont bien compris et se sont emparés de son nom mythique, car la marque n'était pas protégée. Du coup, des tas de produits insolites estampillés Chambord ont vu le jour. Robinets, chaussures et même cercueils. Certains très éloignés de l'image que le château veut donner. Jean Dossonville a convoqué son équipe pour mettre de l'ordre dans l'exploitation de la marque. Bonjour Cécilie. Autour de la table, les responsables de la marque du château et leurs avocats. On part de loin puisqu'effectivement il y a 70 marques dans le monde qui utilisent le nom de Chambord. Donc on ne va pas tout reconquérir, mais on cherche patiemment à remettre de la cohérence dans tout ça. Depuis novembre 2011, l'équipe du domaine a donc repris le contrôle. La marque Château de Chambord a été déposée auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Jean Dossonville ne veut plus laisser filer l'argent et il compte bien petit à petit mettre la main sur tous ceux qui échappent à la redevance. Et ce jour-là, ils ont une cible dans le collimateur, une marque avec laquelle ils collaborent depuis longtemps. Les petits biscuits de Chambord sont des palais Sologno fabriqués à 3 km de là, dans la commune de Malives. Palais Sologno, c'est un palais avec des raisins macérés au rhum. Donc on fabrique le produit à l'identique depuis 1978. Jonathan Chigot dirige cette biscuiterie. 1000 mètres carrés d'atelier, 48 salariés, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. La biscuiterie a augmenté la cadence pour produire 60 tonnes des fameux palais Sologno, vendus 7,80 € les 500 grammes. Donc les produits sont conditionnés ici, donc dans notre boîte carton. Sur la boîte, l'image et le nom de Chambord clairement affichés. Il y a 12 ans, cette petite fabrique a officiellement changé d'appellation et a déposé sa nouvelle marque. À l'époque, nous étions encore le Palais Sologno, avant le dépôt de la marque en 2007, du coup, Biscuiterie de Chambord. Donc voilà, on était déjà avec notre emblème Chambord qui localement, on ne pouvait pas faire sans. C'est plus vendeur, disons que ça permet de situer plus facilement. Et cela fait 11 ans que Jonathan Chigot vend ses biscuits dans l'enceinte même de Chambord. Un emplacement très convoité. Son magasin a profité, comme le château, de l'essor du tourisme. Ça a été évidemment bénéfique pour la boutique, ça c'est certain, et indéniable. On a vu une fréquentation à la hausse d'une manière assez significative. Et donc du coup on a progressé et on a développé avec le château finalement. En haute saison, 400 clients par jour en moyenne. Alors pour exploiter au maximum la marque de Chambord, il a proposé 30 nouvelles recettes de biscuits. Du sucré, du bio et même du salé. On a sorti donc une gamme de biscuits apéritifs avec 4 parfums, donc aux chèvres. Je vous fais voir. On a saveur chorizo, voilà, il fallait aussi, piment d'Espelette et tomate oignon. Pour avoir le droit d'être ici, il paye une redevance de 12% sur les ventes de la boutique. Mais le problème, c'est que ce patron possède 8 autres points de vente dans la région, dans lesquels il vend, entre autres, toute sa nouvelle gamme de produits siglés Chambord, sur laquelle il ne paye pas de redevance. Et c'est là que ça grince du côté du directeur du château. Il y a prolifération de nouveaux produits, sans accord et sans l'accord qu'on avait signé. Est-ce qu'on conteste le nom, l'usage de l'image pour ces nouveaux produits? L'autorisation, il l'a prise sans la demander, mais nous, on serait partisans de la donner. Le problème, là, c'est la contrepartie, c'est-à-dire la détermination de la redevance. Enfin, on a fait une lettre qu'il a laissée sans réponse. Donc là, on a une décision à prendre, vous avez une décision à prendre sur l'action à suivre, quoi. De son côté, Jonathan Chigot, le directeur général des biscuits de Chambord, estime être dans son droit. Mais la marque est déposée. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent? Je ne sais pas, je pense pas. On exploite dans les règles de l'art une société qui est là depuis 1978, dans les mêmes murs que 1978. Maintenant, nous demander autre chose ou demander de renoncer à quelque chose, je pense qu'il est un peu tard et je pense pas que ce soit une façon de faire. Et non, je pense qu'il y a
on est très clair avec ça, donc je pense pas qu'il y ait possibilité de faire quoi que ce soit. Le bras de fer n'est donc pas terminé. Un dossier qui tombera entre les mains du successeur de Jean d'Aussonville, qui doit quitter ses fonctions à la fin de l'année. Ce sera donc au tour du prochain directeur de poursuivre la renaissance du château de Chambord et de faire encore mieux qu'une hausse de 75% du chiffre d'affaires en 10 ans. Demain, c'est la rentrée des classes. Je vous invite à participer à notre engagement aux côtés de Handicap International avec ce kit de 10 protège-livres illustrés cette année par le célèbre personnage Sean le Mouton. Cette émission est maintenant terminée. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Zone Interdite et Ophélie Meunier pour un document au cœur du grand rush des hypermarchés des plages. Dans un instant, Bernard de la Villardière. Il vous fait vivre des sensations fortes avec les nouveaux touristes de l'extrême. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Capital consacré au bon plan du déstockage. Merci à toutes les équipes de l'émission. Bonne soirée sur M6.